Donc, le thème, c'est régénération, pas seulement de la vigne, c'est régénération des plantes pérennes, parce que les plantes qui se multiplient par la voie de la bouture, ou du moins qui ne se multiplient pas par la voie du semis, elles ont des problèmes communs. Mais avant d'aborder ce thème et son historique, j'aimerais faire une petite reprise d'un thème que Georg Meissner a abordé tout à l'heure, celui de la salutogénèse. Et puis je suis tellement heureux de faire ça ici à Arbois, ville de naissance de Louis Pasteur, que je ne voudrais pas échapper à l'exercice. Donc, pour notre travail, le cours aux agriculteurs, c'est vraiment un outil assez extraordinaire, pas facile à manier, mais son étude, elle me semble importante, qu'on la fasse seule, et mieux encore en groupe, parce que là naissent des interactions qui facilitent la compréhension. C'était le premier cours d'écologie générale. C'est aussi un manuel pratique. On apprend de la recette, de cuisine, comment faire les préparations, etc. Mais bien au-delà de ça, c'est une sorte de, quasiment on pourrait dire, monument d'aide au développement personnel. C'est une base de travail pour le cheminement intérieur. La médecine, comme Georg l'a expliqué tout à l'heure, mais aussi l'agriculture, ont été dominés par une pensée qui est beaucoup née ici, dans cette ville d'Arbois, avec Pasteur, microbiologiste, qui avait l'œil rivé sur son microscope et qui regardait la bactérie. Alors je ne fais pas la critique de l'hygiène, hein. On sait tous en cave qu'on a besoin de, et pour nous-mêmes aussi, hein, d'un minimum de propreté. Mais cette idée de voir le microbe de manière obsessionnelle, ça n'est pas simple. À la même époque que Louis Pasteur, pas très loin d'ici, à Villefranche-sur-Saône, donc un autre terroir viticole, celui du Beaujolais, vivait Claude Bernard, un physiologiste. Donc il s'intéressait, lui, déjà au grand ensemble qu'est l'organisme humain. Et il voyait bien que ce n'était pas seulement le problème du microbe, mais le problème de la résistance, le problème de la stimulation de l'immunité. Et sa phrase est restée célèbre, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Mais il n'a pas fait grand-chose dans ce sens-là. Il discutait, c'était un professeur de faculté. Et ceux qui ont fait quelque chose, c'était les hygiénistes à l'époque, les gens qui travaillaient sur l'alimentation saine, les gens qui ont été les précurseurs des médecines complémentaires, c'est ça? Et, par exemple, comme l'homéopathie. Récemment, il y a un courant plus moderne qui est né, qui s'appelle la salutogénèse. C'est lié à un médecin israélo-américain qui s'appelle Aaron Antonovsky. Et Antonovsky, il était à la fois médecin et sociologue. Alors c'est intéressant parce que ça ouvre des horizons. Et il s'est posé des questions sur les populations. Pourquoi il y a des gens qui résistent en cas d'épidémie de grippe, par exemple, et d'autres qui tombent comme des mouches. Et c'est un concept intéressant pour nous. Qu'est-ce qui crée la santé? Une de ces idées, c'est que la santé, ce n'est pas un bien qui est acquis d'avance, c'est quelque chose qui se construit. Et j'ai repris de la part de Michaela Glockler, qui a été la directrice de la section de médecine au Goetheanum, à l'Université libre de sciences de l'esprit du Goetheanum, elle a édité une petite plaquette dans laquelle elle s'intéresse à la salutogénèse. Alors j'ai repris ce qu'elle a indiqué pour l'être humain et je vais le transposer à la vigne, ou du moins aux plantes. Son premier thème, c'est que l'individualité humaine s'incarne dans une famille d'accueil. Elle s'y dote d'un patrimoine génétique, il trouve un milieu humain singulier pour son développement durant l'enfance. Et ensuite, cette individualité habillée va devoir cheminer
Et il faut des bases matérielles au cheminement. Les bases matérielles, c'est l'assurance de trouver donc une éducation, une alimentation saine, un logement décent, un accès aux soins. Il faut avoir les pieds sur terre. Mais il y a un plan, avec ce plan fondamental, puis un plan médian. Un plan où se situent les rencontres. C'est la mise en relation avec l'environnement humain, la famille, les amis, les relations sociales et professionnelles. Et ça permet la mobilisation des ressources de résistance. Et puis pour continuer à construire la santé, on va trouver la mise en relation consciente avec ce qu'on pourrait appeler l'espace spirituel, le monde de la culture, le monde de l'art, le monde de la pensée. Et ça donne du sens et de la cohérence à la vie. Qu'est-ce qui se passe pour les plantes? Alors, l'être de la plante. Ça vous paraîtra bizarre pour un certain nombre d'entre vous de parler de l'individualité humaine qui s'incarne, de l'être de la plante qui vient s'incarner aussi dans une espèce. Vous savez, Rudolf Steiner, c'est quelqu'un qui pensait que pour notre époque, il était important de développer une conscience d'une vie prénatale, pas seulement d'une vie après la mort. Et c'est un concept intéressant. C'est pas une idée en l'air, c'est une idée dont chacun d'entre nous peut faire l'expérience vivante. Donc cet être de la plante, chose importante, il pensait aussi que cette vie prénatale, elle était aussi présente pour la Terre. C'est intéressant d'avoir des incarnations successives de la Terre, parce qu'il se passe peut-être quelque chose après aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc l'être de la plante s'incarne dans une espèce, une variété, un terroir. Il trouve un milieu particulier pour son enfance, très particulier, surtout pour la vigne. Qu'est-ce qui se passe en pépinière de sélection, en pépinière tout court? Et ensuite, il est reçu par un agriculteur, un maraîcher, un vigneron ou un arboriculteur qui tisse des liens spécifiques avec lui. Et là va commencer la construction de l'immunité, de la santé, le concept de salutogénèse. Alors il y a aussi une base matérielle, comme pour l'être humain. La base matérielle, elle va être de disposer d'un minimum de fertilité. Est-ce que ça gêne si je me mets de ce côté-là? C'est plus facile pour moi pour lire. Et pour le... Non, bougez pas. Je vais m'en mettre. Donc il faut trouver la fertilité, mais ça veut dire suffisamment d'humus, d'argile, des moyens de régulation des maladies et des parasites, et il faut vivifier la terre. Et nous, on dispose de moyens dans l'agriculture biodynamique, c'est les composts préparés, c'est la bouse de corne préparée aussi, et puis c'est tous les soins qu'on peut apporter avec ce qui a été décrit par les différents vignerons qui sont intervenus hier et aujourd'hui, c'est l'emploi des tisanes, et puis même aussi des éléments minéraux, le cuivre, le soufre, si on ne les avait pas, on serait quand même bien embêté aujourd'hui. Donc une base matérielle. Puis ensuite, on va passer à l'espace horizontal. Et là, tisser du lien, se mettre en relation, créer un environnement diversifié volontairement, l'organisme agricole individualisé. Cette idée, elle a couru au long de ces 2 jours. Et on pourrait dire qu'on doit soigner le paysage qui se trouve au-dessus du sol. Comment avoir des haies, des bosquets, pour favoriser la présence d'oiseaux, d'insectes, d'abeilles. Et puis l'environnement en dessous du sol. Qu'est-ce qui se passe avec le monde racinaire, avec le monde des mycorhizes, le monde des larves, des vers. Et là, l'outil de reliance, ça va être les préparations biodynamiques qu'on appelle destinées au compost. Parce qu'elles sont des organes de l'organisme. Et puis on va trouver un dernier espace, la relation au monde de l'esprit, la relation au cosmique, avec le travail, avec certains rythmes, et puis aussi l'emploi de certaines préparations. Là, c'est plutôt la silice de corne, peut-être la prêle, qui est aussi une préparation, la préparation 508, et elle va aller en haut et puis aussi en bas, parce qu'elle aide à gérer quelque chose dans l'espace du sol. Donc voilà, pour moi, c'est cette comparaison entre l'être humain et puis la plante ou le domaine agricole,
ça a une certaine importance, j'y reviendrai tout à l'heure, comment créer de la santé. Dans la biodynamie, Georg a beaucoup évoqué tout à l'heure Ehrenfried Pfeiffer et Lily Koisko. Moi, j'ajouterais Alex Podolinsky, qui a bien évoqué hier Marc Guimau, qui a apporté une impulsion fort intéressante sur les préparations biodynamiques, sur leur colloïdalité. On aura l'occasion d'en reparler. Donc en viticulture, quelques pistes de travail qui sont fondées sur le cours aux agriculteurs sont fondamentales. Je vais énumérer très rapidement. Le premier pas, c'est de développer le sol. Développer le sol et les systèmes racinaires des plantes. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup cette préparation, bouse de corne 500 préparée, et les composts préparés aussi, bien sûr. C'est une préparation qui doit être brassée, dynamisée, on dit, avec cette formation énergique d'un vortex, un tourbillon suivi d'un chaos bouillonnant, le tout en alternance durant 1 heure sans interruption. La dynamisation manuelle, comme l'a expliqué Marie-Thérèse tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet de se lier intimement au travail. Mais la dynamisation mécanique, elle a fait aussi ses preuves, à condition d'avoir des systèmes mécaniques qui ne soient pas totalement mécaniques. Nicht rein mécanisch, dans le cours aux agriculteurs. Alors vous chercherez ce que ça signifie. Pas purement mécanique. Cette préparation, elle est capable de donner de développer de la terre nouvelle. Et donc, cette capacité à former, nos dernières études le montrent, du carbone, de stocker du carbone, mais pas seulement du carbone mort, un carbone vivant, de l'humus colloïdal dans le sol. Et les capacités, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de tonnes en une année. Ça laisse plusieurs centaines, oui, de tonnes en une année. Ça laisse rêveur. Et quand on est aujourd'hui dans la situation du changement climatique qu'on connaît, on ferait bien de s'intéresser de manière plus large à l'emploi des préparations biodynamiques soigneusement appliquées. On voit ici des évolutions dans les sols argileux où on voit la caractéristique, c'est cette formation de petites radicelles et le sol devient vivant et animé. Alors les systèmes racinaires, comme on ne m'autorise pas à arracher les vignes régulièrement chaque fois que je vais dans un domaine, je suis obligé de prendre des exemples sur les salades. Mais j'imagine qu'on peut transposer à la vigne ce qui se passe avec les salades, avec ces, vous savez, cette terre qui colle aux racines et qui indique que la plante, elle est en train d'apporter quelque chose, elle est en train de nourrir la rhizosphère, de lui apporter des sucres qui ont été élaborés dans le processus de photosynthèse. Et ça, c'est une clé du développement des sols. Ça a quand même des racines de vigne en pépinière, sans préparation, avec préparation. C'est la finesse du système racinaire. Je vous en remontrerai tout à l'heure à l'occasion de ce que je vais développer sur le semis d'œil, où on voit effectivement que la biodynamie, elle aide à former un système racinaire, enfin, pas de pivot, j'en ai pas encore vu, mais un système racinaire très très puissant et qui explore la totalité du sol et qui est peut-être capable aussi non seulement de l'explorer pour recevoir, mais avant pour donner. Compostage en tas des matières organiques végétales ou animales, avec cette introduction des 6 préparations à base de plantes, dont certaines ont fermenté dans des organes animaux. Excusez-moi, beaucoup d'entre vous connaissent ça par cœur, mais ici aussi il y a de jeunes étudiants qui n'ont peut-être pas une connaissance de la biodynamie. Alors je fais une petite piqûre de rappel ou une piqûre d'introduction pour les autres. Voilà. Apporter de la structure à la plante. Alors cette impulsion qui vient du haut, là, de la lumière, comme a expliqué Jean-Michel hier matin, avec ce qui vient du bas, ce qui vient du haut, ce qu'a expliqué aussi Dominique Masneau. On a ici, à partir du quartz qui a été broyé finement, qui est devenu une silice de colloïdale et qui va être introduite dans la corne, eh bien on va la pulvériser, elle va donner les effets que vous avez vus sur les vignes d'Antoine Pigné, de Marie-Thérèse, etc., de Marc, ce style, un style biodynamique. Alors j'aime bien montrer le style, c'est les vignes d'Antoine ici, mais j'aime bien montrer cette photo. C'est une comparaison sur des mourvèdres. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une partie qui a été faite
avec préparation biodynamique, l'autre sans. Comme Marie-Thérèse l'a rappelé, je suis un amateur d'essai. Il faut voir, il faut se convaincre soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cette idée-là. Il y a des gens qui pensent qu'un domaine, c'est une unité globale et qu'on n'aurait pas idée d'expérimenter, par exemple, de nous laver qu'une moitié du visage le matin pour savoir ce que ça donne. Mais pour la biodynamie, j'aime bien mettre la démarche expérimentale à profit pour valider ce qui vient de la science de l'esprit. Et vous voyez ici, c'est la partie qui reçoit les préparations biodynamiques. Vous voyez ces feuilles brillantes, ce positionnement aérien, cette couleur. Puis là, vous avez la partie qui ne reçoit pas les préparations. Alors j'appelle ça les rideaux vénitiens. Vous connaissez? Hein? Alors, pas biodynamique? Biodynamique. Ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, c'est très important, l'année dernière, donc 2015, une année très difficile, avec à la fois une intensité de lumière et de chaleur importante, nous on a constaté que l'effet de la silice, quand les vignes avaient reçu 3 silices avant la fleur, c'était plutôt de fermer les rideaux. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que ça donne plutôt une indication d'autonomie à la vigne, une indication de se resituer dans son environnement. Et donc là, elle a fermé les rideaux parce qu'il y a trop de lumière solaire et trop de chaleur. Elle a protégé les baies. C'est la première fois que je voyais ça. Et c'est pas que dans un endroit, c'est dans plusieurs régions, on a vu ça. Alors j'étais désarçonné parce que je montre toujours ça là. Là, c'est ce qu'il faut avoir. Bon, par contre, les feuilles elles étaient quand même plus brillantes que celles-là, avec la silice. On emploie bien évidemment comme soutien, on est toujours dans la base de ce qu'on peut faire avec les différentes tisanes. Il y en a beaucoup, on en a décrit hier avec la spiréulmer, enfin la reine des prés, avec la consoude, etc. Et tout ça, ça joue un rôle important. Surtout la prêle. Je vous rappelle que nous sommes bientôt à Pâques et que la décoction de prêle passée au sol avant Pâques, dans les jours qui précèdent la pleine lune de Pâques, elle a une importance sur la saison entière. La prêle, ce n'est pas seulement une tisane de saison d'été, de saison végétative, c'est avant tout une décoction, mieux encore décoction fermentée, comme l'a prouvé Lily Kolysko, qui devrait s'employer plutôt de l'automne au printemps, dans la période où on veut agir sur le sol, mettre une limite aux forces lunaires qui sont trop abondantes pour les laisser dans le sol afin qu'elles ne montent pas trop sur les plantes, là où elles vous provoquent des maladies cryptogamiques. Ah! J'étais très heureux de voir le nombre de vignerons qui pratiquent des badigeons. Eau d'enduit, badigeons, il y a plein de manières de faire différentes. Mais comment apporter des soins au cambium? J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le cambium, cette bouillie de racines, comme l'a expliqué Jean-Michel hier, c'est la racine de la petite graine qu'on appelle le bourgeon. Et Steiner explique dans les conférences des ouvriers, comment ce cambium il met la plante en relation avec Sternen, Geist, c'est-à-dire les étoiles, l'esprit de la plante. Comment soigner ce cambium avec ces badigeons? Alors je passe au plan horizontal, la création du paysage. Alors, il y a 2 paysages, il y a le paysage de l'organisme agricole et il y a le paysage global. Donc, vous savez, ce dessin de Rudolf Steiner pendant le cours aux agriculteurs, c'est une véritable œuvre d'art. Et il avait compris bien à l'avance que les racines étaient liées entre elles. Elles se liaient par les mycorhizes, par les tissus mycéliens. Et on voit ici, dans une photographie toute moderne, c'est une transposition. Mais lui, il avait vu ça il y a 90 ans d'avance. C'est assez sympa quand même. C'est-à-dire que ce qu'on peut tirer de l'espace spirituel, eh bien, ça se révèle confirmé par des observations modernes. Alors ça, c'est... Qui connaît ce paysage? Bon, là, c'est une grande question quand même. Comment apporter de la diversité dans ces océans de vignes?
Vous savez, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que la diversité, c'est quelque chose qui est capable de peut-être diminuer les processus de dégénérescence des végétaux. Travailler au mieux avec les rythmes cosmiques de base, donc les rythmes, déjà les saisons, c'est ce qu'a expliqué, ou ce que voulait expliquer Marie-Thérèse tout à l'heure. On ne lui a pas laissé le temps de finir, mais comment se retrouver en accord avec la saison, c'est de plus en plus difficile avec la taille des domaines, bien sûr. Et puis aussi les rythmes quotidiens. J'ai toujours un petit secret à donner aux vignerons. Vous savez que les grands mouvements de l'année, ascendant, descendant, et puis dans le mois lunaire, ce qu'on a appelé, ce que Christophe fait des essais là sur les boutures ou les prélèvements plutôt de sarments dans le rythme lunaire ascendant ou lunaire descendant, mais ça existe aussi tous les jours avec le matin, hein, cette capacité d'expansion, et puis l'après-midi, la soirée avec cette capacité de contraction, de redescente, le mouvement descendant. Retenez ça, c'est intéressant. Tous les matins, vous êtes dans un système oxydatif. Tous les soirs, vous êtes dans un système réducteur. C'est un petit secret, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc voilà l'application. J'ai fini mon petit résumé, pour ceux qui ne connaissaient pas la biodynamie. L'application de ces principes, ça apporte déjà des choses assez intéressantes, ce dont Marie-Thérèse a parlé tout à l'heure. Une amélioration globale pour l'agriculture, pour la terre, et aussi pour la qualité alimentaire. Et malgré cette mise en œuvre, j'ai marqué relative. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de vignerons en biodynamie qui n'utilisent pas les badigeons, il y en a beaucoup qui n'ont pas un paysage très diversifié, ils ont du mal à se rapprocher de cette idée d'organisme agricole, c'est pas facile du tout à notre époque. Et donc je dis, c'est pour ça que je mets le mot relatif. Il y a des difficultés importantes qui demeurent. Malheureusement, on ne voit pas avec cette, ce médiocre vidéoprojecteur. Mais ici, c'est une photo du Mâconnais. On distingue, vous voyez les petits bouts blancs là? Non, vous ne les voyez pas? C'est ça. Et bon, ce n'était pas un vignoble en biodynamie, mais c'est un vignoble qui est près de chez moi. C'est des vignobles qui ont 25 ans, où il manque quasiment 2 pieds sur 3. Mais j'ai même vu dans des vignobles en biodynamie, en Italie par exemple, des gens avec des problèmes importants de flavescence dorée, même en France, j'en ai vu. Ça veut dire que ça pose des questions. Est-ce que les mesures qu'on emploie, elles sont suffisantes? Et quand on compare des vignes, ici une vigne de 120 ans, oh bien sûr, il y a sûrement quelques manquants, mais ici c'est un Riesling, un clone 49 sur 5 bébés chez Vincent Flight en Alsace. Et pourtant, c'est des gens qui ont tout fait ce qu'on leur a recommandé. Ils ont suivi tout ce que la Chambre d'agriculture disait, l'IFV, au carré. Et puis toc, ils arrivent là. Donc c'est garanti officiellement performant, mais juste pour quelques années. On voit ici ce problème de la question qui se pose, c'est celle de la dégénérescence des végétaux. Je vais en reparler plus longuement ensuite. Même si on arrive à améliorer les choses, on voit bien par exemple que pour le cournouet, des applications répétées de 500 renforcés ou 500 urtica, c'est quelque chose qui arrive à redonner vraiment une vigueur à la plante et d'avoir des rendements acceptables, d'éviter d'arracher des vignes qui étaient qualitatives mais trop affaiblies. Mais c'est de gros efforts. Et en ce qui concerne les maladies du bois, malgré tous les efforts que déploie notre ami François avec son excellent manuel des pratiques viticoles contre les maladies du bois, eh bien sûr qu'on fait des progrès, mais il y en a toujours. Qu'est-ce qui se passe? Le concept de dégénérescence. C'est intéressant, si on voulait faire un historique, j'ai recherché, j'ai trouvé pour la première fois en 1806 la notion de dégénérescence. C'est donc pas nouveau. En 1924, les agriculteurs, quand questionné Steiner avant son cours aux agriculteurs, ça portait sur les problèmes de dégénérescence aussi des végétaux. Et j'en reparlerai tout à l'heure, on trouve dans les annexes du cours, qui ont été traduites par Jean-Michel Florin, mais qui sont très peu disponibles, il faudrait les répandre un petit peu plus que ça, il y a des choses intéressantes dedans. On trouve
Après le cours, Steiner s'est adressé à des agriculteurs qui lui ont posé des questions et on trouve quelque chose sur la dégénérescence de la pomme de terre. On y reviendra, ça va nous servir dans nos travaux pour la dégénérescence de la vigne. Aujourd'hui, quand on parle de dégénérescence, on parle surtout des maladies à virus. Et quand on discute avec les gens de l'INRA, eux, ils pensent qu'ils veulent régénérer avec les transformations génétiques provoquées par mutagénèse, organogénèse ou embryogénèse. Alors, ce n'est pas la voie qu'on va suivre. Une explication à cette dégénérescence, elle m'a été proposée par ce livre, La botanique redécouverte, de Aline Renan-Rock, qui est une chercheuse, donc, qui est professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle a un chapitre très intéressant où elle montre que les plantes qu'on multiplie par la voie végétative, c'est-à-dire par la bouture, alors il y en a de nombreuses, hein. Il y a la vigne bien sûr, mais il y a les fraisiers, il y a les pommes de terre, il y a l'hévéa, le palmier dattier, de très nombreuses plantes. C'est très intéressant, toutes ces plantes, elles dégénèrent, sauf si on finit par revenir à la création de variétés nouvelles par semis. Et encore, il y a semis et semis, il y a semis dans des conditions qui ne permettent pas la régénération. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, elle montre que cette dégénérescence est liée à ce qu'elle appelle des scories d'évolution qui se lient aux gènes et que plus la population originale est vigoureuse, plus ça dégénère vite. Donc, elle propose une solution. Il faut revenir à une sexualité vraie. Il faut reproduire avec l'assemblage de gamètes, mâles et femelles, et c'est le semis. Revenons à schéma sur la salutogénèse. Ouais, j'ai remis ça en jaune ici. Et qu'est-ce qui se passe durant l'enfance de la plante, avant que vous la receviez quasiment? Période de multiplication et de pépinière. Que se passe-t-il depuis une cinquantaine d'années? C'est ce que Christophe Ebinger a évoqué hier. Et comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer cette étape fondamentale de la vie des plantes? Dans une des plus grandes stations de clonage de végétaux qui existent, un domaine de 5000 hectares, des dizaines de personnes qui travaillent sur la soi-disant régénération des agrumes, mais aussi des cactus, plein de plantes, quoi. Et j'ai été sidéré de voir ce que j'ai vu, quoi. Tout est cultivé dans des milieux complètement, bien sûr, stériles, en éprouvette, avec 26 fertilisants solubles, des antibiotiques. Je ne peux pas vous raconter tout, la liste est tellement longue, quoi. Et quand on leur dit, mais ça pose des problèmes après, oh, mais ils s'en foutent puisqu'ils revendent du plan. Voilà, donc on voit ces difficultés. Alors je vous signale, c'est Marie-Thérèse qui a parlé des gens du rouge et du blanc. Ils ne sont pas que ironiques vis-à-vis de tes pratiques, Marie-Thérèse. Non mais ils avaient raison, on est d'accord. Alors le dernier numéro qui est paru en décembre, je vous le recommande chaleureusement, c'est de la publicité gratuite. Il y a une interview, il y a d'abord un éditorial de Philippe Barret, et c'est un texte qui pose des questions sur la crise phylloxérique, mais quels sont les liens qui unissent aujourd'hui la recherche viticole, l'INRA, l'ANTAV, l'IFV, au business en situation de monopole sur la vente des plants de vigne clonés. C'est pour ça qu'on vous décourage très souvent de faire des massales. C'est pas bien vu. Qu'est-ce qu'il y a comme business derrière? C'est la première fois que dans une revue grand public, on commence à lever le voile. Et puis il y a aussi un article, un interview de Marc Birgban, la greffe, péché originel de la vigne. Mon Dieu. On va en reparler. Vous pouvez trouver ça, toutes ces choses-là, sur le site internet de Soins de la Terre, dans la rubrique Actualité. Vous trouverez, j'essaye d'amener de la nourriture sur ce qui nous concerne en tant que biodynamiste. Alors bien sûr,
certains pépiniéristes, et on l'a vu hier, font des efforts importants. C'est bien évidemment le cas de Christophe qui nous a montré hier sa culture sur table. Ses pratiques de sélection massale, ces greffes en fente, plus coûteuses mais moins intrusives que la greffe oméga, l'arrêt des hormones de greffage et de racinage, remplacement des infectants classiques et des antifongiques en chambre de chauve par des substances naturelles. Ça, c'est plutôt en Italie. Je suis plusieurs pépiniéristes en Italie avec mon ami Adriano Zago et ils ont du succès avec propolis, avec les extraits de prêle, etc. Voilà, Bacillus subtilis. Et on voit aujourd'hui donc un certain nombre de pépiniéristes qui viennent à des pratiques biodynamiques assez solides. Voilà. Alors il y a des vignerons qui font aussi appel à Marc Birban ou à d'autres greffeurs en place. Donc l'idée qui a été évoquée de planter des racinés et de les greffer par des greffes les moins intrusives possibles, c'est-à-dire du type bud ou du cheap bud, c'est quelque chose qui a un intérêt. Nous, on va aller au-delà de ça. Il y a des pistes de recherche aujourd'hui. Alors, il y a celles qu'on refuse. C'est tout ce qui sort la plante du vivant, tout ce qui met en milieu artificiel. Et pas seulement au moment de la culture sur méristème, mais aussi après, avec, vous voyez ici, c'est la nouvelle proposition de l'INRA parue dans Le Monde il y a 2 mois pour faire la régénération de la vigne. C'est des méthodes qui sont un peu terrifiantes. Elles sont un vrai rajeunissement. Toute culture de méristème sur méristème est un rajeunissement. Il est un tel rajeunissement d'ailleurs qu'ils sont obligés de reprendre vous savez, ces cultures plusieurs fois, parce qu'autrement, si on fait qu'une culture, eh ben, les vignes, elles n'arrivent pas à donner de fruits. Il faut les faire vieillir. Alors il y a des pistes de régénération qu'on ne va pas aborder. Il y en a 2. Une piste qui est intéressante pour certains, c'est celle des PIWI. PIWI, c'est l'acronyme donc de Pilz widerstandfähig, c'est-à-dire capable de résistance aux champignons. Et il y a aujourd'hui une recherche importante pour les gens qui veulent avoir une viticulture très écologique. Il y a des gens qui ne se sentent pas emballés à la dégustation de ces cépages. On verra. Une deuxième piste que je ne vais pas aborder, c'est les métis. C'est-à-dire les croisements au sein des vitis vinifera. Ça s'est surtout fait en Suisse, à Changin, où on a ces nouvelles variétés comme Gamaret, Dioli Noir, Gamma Noir, etc. Et ces variétés, la recherche de résistance, elle est surtout sur le botrytis. Et puis, d'après ce que j'ai encore échangé hier avec certains, il semblerait que ça s'effondre assez rapidement, d'autres trouvent que ça tient, mais en tout cas, le problème numéro 1 de cette recherche, c'est qu'elle est faite dans des conditions où on sort encore une fois la plante du vivant pour le semis, l'enfance de la vigne, etc. Ici, ce que je voudrais aborder, c'est l'adaptation des vinifera, la vigne européenne qui a fait ses preuves. On est tous contents. On a vu hier, on a dégusté des chardonnays, des savagniens, des poulsards, des trousseaux. Voilà. Est-ce qu'on peut les amener plus loin, à la fois dans le cadre de ce processus de dégénérescence, parce que ça a été évoqué par Georg tout à l'heure, c'est une conception fondamentale de la biodynamie. Vous savez que Rudolf Steiner, il pensait que la Terre, cet organisme vivant, eh bien, il était comme nous, êtres humains. On a une jeunesse, on a une enfance tumultueuse, une jeunesse aussi. Et puis après, ça se calme, y compris sur le plan de la croissance biologique, cellulaire. Puis quand on arrive à 35 ans, bah, ça pousse plus beaucoup, quoi, hein. Et puis on commence un lent déclin qui n'empêche pas la croissance spirituelle, hein, je vous le rappelle. Mais ce lent déclin, c'est un déclin, les forces de vie, elles se retirent d'une certaine manière, et il pensait que ce n'était pas seulement valable pour l'être humain, mais aussi pour la Terre. Et il pensait que c'était notre tâche de prendre conscience de ça et d'agir avec conscience pour pousser le bouchon un peu plus loin, parce qu'on a besoin des produits de cette terre pour assurer notre vie physique. On n'est pas encore assez parfait pour s'arrêter demain matin, vous comprenez, il faut encore un peu de temps pour nous, pour nos enfants. Voilà. Donc,
Les cépages, le monde vivant, c'est vrai qu'on ne voit plus autour de nous l'exubérance de la création des espèces, des variétés, que ce soit dans le monde végétal, animal, que ce soit dans le monde des roches, des minéraux. On voit plutôt une érosion. Est-ce qu'on peut réinsuffler des forces avec conscience? Donc nos idées, c'est de travailler dans le contexte naturel, dans contact immédiat avec le sol, l'humus, les bactéries et les champignons naturels de la rhizosphère, avec des fertilisants et des substances plantes d'origine naturelle et biodynamique, la possibilité de recevoir la lumière solaire et les impulsions de la périphérie cosmique. C'était intéressant ce qu'a raconté Georg tout à l'heure, on y reviendra, sur le fait que lors des éruptions solaires, ce qu'on appelle les taches solaires, il y a une diminution des ultraviolets. Et vous savez que les ultraviolets, c'est ce qui est capable de créer des mutagenèses. Alors aujourd'hui, la plupart des mutations sont négatives. Est-ce qu'on est capable de créer des mutations positives? Grande question. Un contact aussi direct avec non seulement le terroir, mais aussi le paysan et le vigneron. Ça a été évoqué tellement bien par Marie-Thérèse tout à l'heure, mais je voudrais insister là-dessus. Une étape importante dans ces projets de régénération a été faite dans la réunion d'un tout petit cénacle avec Guy Kassler, Isabelle Montagnon, Ernest Schliemann, Stéphanie Minder, Michel Grisard et moi-même, et où on a essayé de donner la base à ce petit livret « Réflexion sur la dégénérescence du vivant » qui est disponible sur le site internet de Soins de la Terre. Et il y a des constats intéressants. Il a été préfacé de belle manière par Jean-Pierre Berland, un scientifique de l'INRA, qui a beaucoup lutté pour écarter la voie des OGM en Europe. Et malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Il y a aussi le mémoire de Florian Bassini, qui a aussi évoqué Georg. C'est moi qui ai piloté son mémoire à l'époque. Et cette comparaison entre l'ESCA et le phylloxéra comme des maladies de dégénérescence, et son travail portait ni sur l'un ni sur l'autre, il portait sur la favescence dorée. Donc vous trouverez des ressources sur le site internet de Soins de la Terre. Il y a tout un historique, il y a des documents de tas de sortes sur à la fois nos recherches en cours, sur l'historique, sur la crise phylloxérique. Je vous engage à fréquenter ce site, vous y trouverez beaucoup de choses. Alors la première voie, c'est la voie du SMI. Je suis content de voir que Christophe est là, c'est des SMI, Christophe Erhardt, c'est des SMI qu'il a réalisés au domaine Jossmeyer. Et la difficulté, c'est la perte de la pureté variétale. La seule personne que je connaisse qui soit très engagée dans ce domaine-là, c'est Elisabetta Foradori en Italie, mais elle est suivie par une université et que je vois le déchet d'abord des plants qui ne fructifient pas. C'est énorme. C'est que Marc Angeli, qui a fait des essais, je crois que 10 ans après le SMI, il n'avait pas encore une grappe. Donc c'est pas simple. L'autre question, donc, c'est cette trop grande diversité. On ne retrouve pas les cépages originaux. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire soi dans un contexte relocalisé. C'est quelque chose qui est à réserver entre une collaboration avec des chercheurs, des universités, mais c'est aussi une voie qui peut être intéressante. Le seul problème, c'est que les universités, elles savent travailler que dans des milieux artificiels. Il faut leur apprendre à respecter le vivant. Le comprendre d'abord, avant de le respecter. Alors, il y a eu les recherches avec Claude Réau. Alors, je suis à l'origine de ce processus, et ça s'est fait à la fois en Bourgogne, surtout en Alsace, avec l'OPABA. Alors, c'est une recherche intéressante. Claude, il a eu l'idée, à la suite de ce que Steiner avait raconté, à la fois dans le cours aux agriculteurs, mais surtout dans les conférences qui s'appellent « L'homme dans ses rapports avec les animaux et les esprits des éléments », que la véritable fécondation de la plante, c'était pas dans la rencontre entre du pollen et l'ovaire. Il y a aussi bien sûr là une phase de chaotisation, etc. Mais lui reprend ce lien de la graine qui va féconder la terre-mère. Cette rencontre entre le pôle cosmique, le pôle masculin de la graine
et puis le pôle terrestre féminin. Hein, c'est la relation entre le cosmique et le terrestre, entre les acides et les bases. Et Claude, il a eu l'idée qu'on pouvait féconder une plante qui aurait été castrée, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, avec un principe cosmique, un principe masculinisant. On a tout essayé. On a essayé l'acide tartrique, l'acide citrique, le jus de citron, la tisane de pissenlit, bien évidemment la silice de corne. Tout marche. Et alors on fait le coup de l'Immaculée Conception. On obtient une graine qui a été fécondée par un principe masculinisant, mais pas directement par un grain de pollen. Donc on garde la pureté variétale, mais on a un processus de rebattage des cartes, très curieux, qui s'appelle l'agamospermie, avec une capacité de régénération. Manque de peau, c'est trop compliqué. C'est difficile, il faut quelqu'un pour faire le suivi. Claude, il n'a pas fait le suivi. Mais enfin, il y a un pied qui reste de cette expérience, qui a eu une analyse génétique intéressante et qui vient d'être planté la semaine dernière dans le sud de la France. Claude est prêt à recommencer. C'est une voie, mais c'est une voie qui demande beaucoup d'accompagnement. Oula, j'ai plus que 10 minutes, c'est ça? Alors là, je vais aller très vite. Donc, est-ce qu'il existe... Pardon? J'ai 20 minutes. Ah oui, ça va. Ah, ça presque. Bon. Le cours d'agriculteur apporte beaucoup d'éléments. Et puis, il y a aussi les entretiens sur les abeilles. Le texte que Georg a montré ce matin, très intéressant. Vous savez que dans ces entretiens sur les abeilles, il y a un apiculteur, M. Müller, qui pose la question au Dr Steiner et il lui dit « Moi, je viens d'introduire, parce que mes abeilles, elles ont besoin de casser la croûte, du trèfle jaune américain qui donne une mielée toute l'année. Est-ce que c'est bon ?» Et Steiner lui répond « Ah, vous savez, c'est une solution provisoire. Ça va vous donner des résultats pendant un moment, et puis après, ça va s'effondrer. » Alors, surprise. Et puis, il vient à la vigne, et il dit, mais la vigne, c'est le même problème. On a malheureusement dû américaniser la vigne. Ah. Et il finit sa conclusion à la fois sur le trèfle américain, les abeilles, et puis la vigne sur n'est valable que ce qui est local. Relocalisation. Et donc, oui, j'ai du mal à suivre les images là. L'idée donc, c'est Steiner propose de revenir aux moyens qu'il a indiqués pour régénérer. On trouve ça dans le cours aux agriculteurs et il va s'exprimer sur plusieurs points. Un point qui est important à propos de la crise phylloxérique. Il a fallu payer cette méconnaissance de l'influence cosmique, qu'elle agisse par l'intermédiaire de l'air en passant par tout ce qui se trouve au-dessus du niveau du sol, ou qu'elle agisse d'en bas par l'entremise de la Terre, indiquant que l'on n'avait plus rien compris aux aspects cosmiques agissant entre les planètes suprasolaires et infrasolaires. Et ça, ces planètes suprasolaires et infrasolaires, encore une fois, hein, ça vaut le coup de se pencher sur les dessins de Rudolf Steiner pour leur beauté, leur élégance et leur profondeur. Et ça pose des questions. Vous savez que dans la première conférence du cours, Rudolf Steiner décrit un truc absolument invraisemblable et que j'ai pas eu l'occasion de vérifier, malheureusement. Il raconte qu'il faut tenir compte des positions de ces planètes pour les plantes qu'on a pérennes, les plantes qui forment du bois. Et il donne un exemple. Il parle du chêne. Et il dit, quand vous plantez le chêne dans les bonnes périodes de mars, alors quand vous vous chaufferez avec le bois 80 ans plus tard dans votre cheminée, la nature de la chaleur sera différente. Ouah! C'est chaud, hein? C'est très intéressant. Il parle ensuite des cycles de Saturne. Et je pense qu'il faut relier ce qu'il dit dans la 7e conférence avec ce qu'il dit dans la première. Il faut souvent faire un jeu de mise en relation dans la lecture au cours aux agriculteurs. Et je me suis intéressé à ça, ces planètes suprasolaires
est-ce qu'on pourrait tenter de profiter de certaines périodes positives pour tenter une régénération? Alors c'est pas facile parce que vous savez que Mars a un cycle court de 2 années, donc une année ascendante, une année descendante. Et puis Jupiter, c'est déjà un petit peu plus long, c'est 12 ans, 6 années ascendant, 6 années descendant. Puis Saturne, c'est 29 ans et demi, enfin presque 30 ans, et puis ça fait 15 ans en montant et 15 ans en descendant. Mais alors quand vous intercalez le tout là, ça fait une salade et il n'y a pas beaucoup de dates. Mais les prochaines bonnes dates, c'est 2020. Alors c'est ce qui me fait accélérer toute ma recherche aujourd'hui sur la régénération, c'est de me dire on va disposer de fenêtres, d'ouvertures. Est-ce qu'il n'y aura pas des possibilités à ce moment-là de travailler, mais il faut se préparer. Donc 2016, 17, 18, 19, on a 4 ans devant nous. J'ai commencé l'an dernier, ça fait 5 ans, sur des techniques que je vais vous montrer. Alors il n'y a pas que les rythmes cosmiques. Steiner, il s'exprime de manière claire dans le cours aux agriculteurs en disant qu'il y avait 2 choses. Il y avait la perte des traditions et l'épuisement du sol. Et on voit bien que quand il parle en 1924, il y avait déjà une galopade vers les engrais de synthèse, en particulier l'azote de synthèse, venu du procédé Haber-Bosch. Et puis, il y avait déjà eu, dès la fin du siècle dernier, cet éclatement des agricultures, la spécialisation. Et donc, voilà, comment relocaliser les intrants dans la sphère du vivant. Et ça, c'est l'idée de l'organisme agricole complexe, diversifié et le plus autonome possible si on veut qu'il ait le plus de santé possible. Vous savez, ce n'était pas un intégriste. Hein. Si vous lisez soigneusement la 2e conférence du cours, vous verrez que Steiner, il dit, mais c'est une situation idéale d'avoir cet organisme fermé à clé. Geschlossen, c'est pas rien, hein, fermé, mais il dit, on ne peut jamais y arriver vraiment tout à fait, mais il faut aller vers, il faut tenter. Voilà. Ah, alors, une chose qui m'a beaucoup inspiré, dans justement cette annexe à la première version allemande du cours, c'est l'histoire de la pomme de terre. Alors j'ai amené mon outil de travail, le couteau suisse, et la pomme de terre. Alors, vous savez que les pommes de terre, elles se présentent comme ça. C'est comme ça d'ailleurs que vous les livrent les marchands de pommes de terre. Ah. Les marchands de pommes de terre, ils vous les livrent comme ça quand vous voulez faire du rendement. Elles sont disposées dans des petites cagettes, vous avez vu, toutes tournées vers le haut. Mais vous savez que la pomme de terre est là, elle est comme nous, elle est tripartite. Elle a un pôle végétatif, la reproduction est accélérée. Elle a un pôle médian, un pôle qu'on pourrait appeler rythmique, et puis un pôle tête, un pôle froid, un pôle mort, un pôle qu'on appelle neurosensoriel. Donc on voit ici, là, plutôt... dans la pratique, quand on veut avoir du rendement, on met en valeur tous les germes qui viennent de la partie métabolique. Alors qu'ici, on a le pôle tête, sans germes, le pôle médian avec peu de germes, et puis le pôle tête ici, le pôle, racine, le pôle, non pas racine, le pôle métabolique, les forces de la reproduction, les forces du métabolisme, de la digestion. Et donc, l'idée... c'était de... C'est pas une idée de Steiner dans le cours, c'est une idée qui est venue après. Mais la sienne, c'était que pour régénérer, il fallait prendre un œil, découper un œil, avec un tout petit morceau, avec un couteau plus pointu que le mien, mais on sème que ça. Vous voyez ma petite... C'est assez étonnant, il avait compris complètement avant l'heure le rôle des méristèmes terminaux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en mettant une cellule sur la gélose, parce que les méristèmes sont exempts de virose. Et là, il voulait le faire en gardant le moins possible de vieilles substances, de substances du passé. Et ça m'a beaucoup inspiré pour le travail de régénération. Après, ce qui m'a beaucoup inspiré, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, vous savez que dans la 2e conférence du cours aussi, Steiner évoque, ce qu'a évoqué Jean-Michel hier, ce moment de la plante peut-elle faire le point? Est-ce qu'elle se réaccorde avec son archétype, son modèle, l'esprit de la plante?
Mais alors, est-ce que ce qui se fait dans la germination de la graine se fait de manière plus constante avec le cambium, l'assise génératrice? C'est une question. Alors, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma réflexion, c'est Francis Allais. Je vous recommande Éloge de la plante, bien d'autres livres de Francis Allais qui sont quasiment tous formidables. C'est un des botanistes modernes les plus goethéens, j'allais dire. Quelqu'un qui a une capacité d'observation de la nature et qui est capable de faire fi des idées toutes faites. Et Francis Allais, il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont le cambium, il était capable de plasticité, de capacité de régénération. Vous savez que c'est lui qui a montré que les arbres, eh bien, ils avaient, pourtant des arbres issus de la même graine, ils avaient du côté nord et du côté sud des génomes différents. Alors, c'est pas seulement de l'expression génétique, c'est pas seulement donc de l'épigénétique, c'est des génomes différents. Alors, ça veut dire que les génomes sont capables, dans un même arbre, de se transformer selon l'exposition à la lumière, à l'ombre, etc. Et lui, il montre les capacités de rajeunissement des plantes avec ce qu'on appelle les réitérations. C'est ce que vous faites tous quand vous faites un recépage, ce que nous a expliqué donc Antoine le premier jour. Le recépage, mais c'est partir d'une partie qui est en temps, elle est plus âgée, c'est le bas, mais elle est physiologiquement plus jeune, et on va reprendre et repartir pour faire une nouvelle souche et donner un espoir de vie un peu plus longue. Et donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que ces méristèmes terminaux, ils sont capables de modification positive, d'évolution positive sur le plan génétique, et ça, est-ce que c'est transmissible à la descendance ? Donc là, on trouve le grand débat entre Darwin et Haeckel, si vous voulez. Et c'est sympa, Haeckel revient à la mode, c'est-à-dire la possibilité de transmettre à la descendance les caractères acquis. Donc, j'ai été visiter cet été avec Vincent un original à cheveux longs, mais qui n'avait pas les idées courtes. Il s'appelle Pascal Pot. C'est quelqu'un qui crée des semences dans un lieu complètement sauvage, près de l'Odève. Et lui, il a une idée fixe. Les plantes sont capables d'apprentissage. Plus vous leur faites faire d'apprentissage, plus elles vont avoir de plasticité et elles vont transmettre ce qu'elles ont acquis dans une vie à leur descendance. Alors on est allé voir, on a regardé ce qu'il faisait. Alors il fait des tas de sortes de légumes intéressants. Il les laisse souffrir, il les laisse au sec. Après la pluie vient très fort. Il a au départ des petites tomates, après des grosses. Mais lui, pour sa sélection, il prend tout ce qui vient en fin de saison, ce qui a subi le plus d'expérience dans l'année. Et il a effectivement des choses étonnantes. Alors aujourd'hui, il y a plein de généticiens qui viennent le voir en s'excusant pour voir ce qu'il fait. Il y a Véronique Chable, enfin bon, je ne veux pas citer tous, mais des gens de l'INRA, parce que ça devient intéressant. Enfin, un petit paysan qui bouscule le camp fortifié de la science. Donc, le rôle de la greffe. Christophe, je ne sais pas où il est Christophe, eh ben j'ai. Là. Sois sans crainte, tu auras encore un marché. Hein. Je pense qu'on va être une minorité à s'intéresser à ça. Mais bon, j'ai été très très touché par les écrits de Lucien Daniel et aussi par ceux de Francis Chaboussou. Vous trouverez tout ça aussi sur notre site internet. C'est intéressant, Lucien Daniel, c'était un scientifique, un botaniste de grande qualité, qui était parrainé par Gaston Bonnier, le créateur de la flore qu'on connaît. Et il a travaillé sur la crise phylloxérique. Il était le délégué du gouvernement. Et lui, il a montré qu'il y avait deux camps qui se battaient. Le camp de ceux qui voulaient absolument injecter des produits chimiques dans le sol, et puis le camp des greffeurs, qui voulaient faire du pognon en greffant. Et lui, il a observé, mais qu'il y avait quand même des tas de vignes qui survivaient, même pas dans des terrains sableux, argileux ou schisteux, etc., où inondés l'hiver. Et il a surtout montré que la greffe, elle avait un effet et qu'il y avait une dégradation du vin. Alors aujourd'hui, quand vous dites ça dans les milieux scientifiques, ils vous disent mais pas du tout. Alors, qui est-ce qui a déjà dégusté des vins de 30 pieds ?
Alors, il faut tous essayer ça. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. La biodynamie apporte beaucoup, mais le franc de pied, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et donc, la question, moi-même j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques très grands vignerons. Donc, j'ai dégusté avec Charles Joguet, avec Marc Angéli, Didier Dagneau. J'ai encore évoqué ça la semaine dernière avec Emmanuel Guillaubrou. Il se passe des choses intéressantes avec le franc de pied. Le problème, c'est que pour tous ces gens qui ont essayé, au bout de quelques années, eh bien, le phylloxéra, il vient jouer comme une boule dans un jeu. Pardon ? Alors, j'allais en parler après. Georg me dit pas à la Moselle, mais parce qu'on est sur des schistes. Et donc, il y a peut-être 30% du vignoble en Moselle qui est sur du non greffé. Pardon ? Pas autant. Enfin, il y a quelques années, c'était les chiffres qui m'avaient été indiqués, d'une 30aine de %. Et c'est vrai que dans les vins de Moselle, on trouve de très très grands vins. Est-ce qu'on peut faire confiance aux observations de Lucien Daniel, qui a vu des vignes vivre parfaitement dans le Bordelais, en situation qui était contaminée par le phylloxéra? Je vais vous faire remarquer une chose très importante. Il y a 2 grands chercheurs de l'INRA dont les archives ont été brûlées. Lucien Daniel, Francis Chaboussou. Super intéressant. Les gens qui ont quelque chose de neuf à dire, on brûle les archives. Heureusement, ils ont gardé quelques livres qui ont été édités, mais ça, c'est terrible. Donc, est-ce qu'on peut faire aussi confiance aux affirmations de Rudolf Steiner qui dit « on aurait pu faire bien autrement ». Voilà. Donc, ma recherche, c'est comment est-ce qu'on peut faire. Et quand Steiner dit « faire autrement », on lui a posé la question à la fin de la 7e conférence. Quelqu'un lui a dit « mais est-ce que pour la vigne, pour les parasites de la vigne, on pourrait faire avec les incinérations que vous avez proposées ?» Et il dit « ah oui, la science spirituelle s'est pas beaucoup intéressée à ça, moi-même j'ai pas essayé, mais je suis sûr que oui. » Intéressant. Alors voilà, nos recherches actuelles, avec notre association, donc Soins de la Terre, sur la régénération de la vigne par, non pas le semis, mais enfin le semi-deuil, pas le semis de graines, mais le semi-deuil, la bouture d'œil. C'était très beau, comme Jean-Michel l'a montré hier, de montrer le bourgeon comme une graine, cette partie qui va donner la pousse annuelle de la plante, en lien avec le vrai système racinaire de la plante par la bouillie de racines contenue dans le cambium. Donc les recherches passées, j'ai eu cette idée-là en lisant un livre d'arboriculture fruitière. J'ai eu cette idée-là il y a une 12aine d'années, un livre de Joseph Versier ou Brotteau, je crois, et le semi-deuil. Et il était indiqué que la bouture d'œil était une méthode régénérative. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la première qui a essayé, c'était la compagne de Guy Kassler à l'époque, Anne-Marie Lavesse, et elle a fait des semis, c'était intéressant, mais tout ça, eh bien, pas de suite, abandonné. J'ai commencé l'an dernier, avec assez tard, au mois de juin, avec des bois qui avaient été conservés pour faire du type bud, du type bud, que j'avais pris chez Roderer d'ailleurs, et puis des bois d'un de mes voisins, d'un petit pépiniériste. Et j'ai travaillé sur Chardonnay, sur Pinot. C'est très intéressant, une levée qui est formidable, et puis après c'est un entretien difficile. Alors vous allez voir ici, les systèmes racinaires sont très, très surprenants. On voit un chevelu racinaire, on voit aussi cette terre qui colle aux racines, et puis alors des volontés de faire comme une racine, quasiment un pivot. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très peu. Moi, j'ai trouvé une technique. Je veux avoir le moins possible de substances du passé. Donc, je recoupe encore le sarment en deux. Je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que ça donne. Donc, nos recherches, c'est... Je vais accélérer un petit peu. Tout ça, c'est disponible dans un document qui n'est pas confidentiel, mais qu'il faut me demander. Enfin, à moi, à l'association Soins de la Terre. C'est une recherche qui est en germe, qui fera l'objet d'une publication
assez complète. Et pour l'instant, je mets à disposition de ceux qui le souhaitent un petit livret pratique sur comment est-ce qu'on peut s'engager dans ce travail. Relocalisation, travail dans le terroir, travail dans le contexte biodynamique. Et donc, il y a des tas de choses pour les dates de prélèvement des sarments. Donc, vous voyez, des points de vue opposés, hein, novembre-décembre, plus tard possible juste avant le débourrement. Les dates cosmiques pour le prélèvement des yeux. Moi, je suis pas très branché sur les rythmes de racines, feuilles, fleurs, fruits, qui sont très secondaires de mon point de vue, mais il y a du travail à faire avec les rythmes ascendants-descendants, avec certaines oppositions, avec peut-être des trigones. Il y a peut-être des moments cosmiques fins qui seraient utiles de mettre à profit. Les périodes pour les boutures. Pour donner un exemple, en ce moment, je travaille avec des bois qui m'ont été fournis par Frédéric Lafarge sur 4 cépages. Donc, Pinot, Gamay, Chardonnay, Aligoté. Et les bois ont été prélevés sur des cèpes qui n'ont pas été totalement taillés le 22 décembre, je crois, Fred. Moi, je les ai mis en cave, bien évidemment. Et j'ai fait déjà, il y avait un très bon jour en opposition de Lune Saturne le 23. J'ai fait toute une série de semis d'œil. Et puis j'en ai refait de nouveau en janvier. Et puis j'en garde pour en faire juste avant le débourrement. Mais à ce moment-là, je vais prélever aussi sur ces mêmes cèpes qui ont été identifiés des sarments pour avoir quelque chose qui est resté sur le cèpe jusque fin mars, début avril, si le temps le veut bien, quoi. Donc, c'est 4 modalités. Et puis, j'essaye de... quels yeux prendre? Alors, c'est pour revenir à ma pomme de terre de tout à l'heure, hein, il y a une partie dans toute plante qui est une partie, on pourrait dire, qui est avec une puissance métabolique de reproduction qui est grande, une partie médiane plus rythmique et une partie donc plus inerte, avec moins de capacité de reproduction, une partie froide. Voilà. Comment prendre sur le sarment les parties du bas, la partie médiane, la partie de l'extrémité haute? Qu'est-ce qu'il y a le plus de capacité de régénération et qu'est-ce qui a accumulé le plus d'expérience? Moi, si vous voulez, je suis dans une démarche où j'essaye d'engager quelque chose, de savoir quelle est sa possibilité de réalisation, est-ce qu'on peut le faire facilement? Par exemple, je n'ai pas trouvé de moyen de le faire pour l'instant autrement qu'en serre. Alors la serre pose un problème qui est grave, c'est que la serre, elle filtre les ultraviolets. Alors, j'ai pas encore les moyens de m'acheter des vitres en quartz. Donc, comment travailler? Vous savez que sans ultraviolet, il n'y a pas de capacité de mutation, qu'elle soit négative ou positive. Donc, si vous voulez, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je travaille, ça c'est la bouture d'œil classique, ça c'est la bouture d'œil en laissant les 3/4 du sarment, ça la moitié, ça un peu moins de la moitié, puis ça une toute petite partie, on voit encore mieux ici, ça j'ai semé des parties où il y a quasiment que le bourgeon et puis un tout petit bout de cambium, pas de substance du passé. Mais simplement, ça va éclore, mais pour entretenir, il n'y a pas de réserve. Et comment maintenir l'humidité? C'est des questions qui ne sont pas toutes cuites, si vous voulez. Les réponses ne sont pas toutes cuites. Donc, c'est pour ça que ça demande à être... J'ai commencé, et je propose que d'autres essayent dans leur contexte, parce que ça me paraît important de travailler dans le contexte. Donc, avec un ami pépiniériste, Sébastien Boisseau, très connu pour ses essais, l'essai Boisseau sur l'emploi de la bouse de corne préparée, avec des expérimentations. Est-ce qu'il faut planter profond, pas profond? Ça donne pas du tout les mêmes qualités par la suite. Est-ce qu'il faut planter les sarments debout? Parce que vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est de voir les racines, elles partent juste sous la base du bourgeon. Et si on plante dans ce sens-là, elles ont tendance à faire le pivot que Jean-Michel souhaitait hier. Donc, mais comment protéger, comment paraffiner ou cirer pour que ça ne se déshydrate pas? C'est plein de questions.
Nos recherches actuelles, c'est les soins au sol et la bouture de la plantation. Donc, c'est plus facile de faire de l'essai sur de la salade que sur de la vigne. Donc, on fait les essais avec plein de choses. Hein. La préparation valériane dynamisée 20 minutes, la 500 préparée dynamisée 1 heure, de l'eau de saule, du compost de bouse dynamisé 20 minutes, l'extrait de consou de maison. Nos conclusions provisoires, c'est que sur salade en tout cas, puis sur un certain nombre de salades quand même, hein, c'est une ligne par... eh bien, c'est 500 préparées valérianes qui donnent des bons résultats. Donc on ne s'embête pas, on mélange les deux. Voilà. Donc le principe, c'est de donner immédiatement à la plante une impulsion de ce que contient la 500, la Ishcraft, les forces du jeu. Il faut que ça verticalise, il faut que ça organise, il faut que ça structure. Donc comment je fais? Pratique actuelle. On choisit un jour sans perturbation, pas de nœud ni d'éclipse, ni de conjonction de planètes et de préférence en lune descendante. On prépare les godets avec un mélange de terre de vigne et de terreau végétal, 50-50, un terreau de mon jardin, quoi. Dynamisation en soirée de la 500 préparée durant 1 heure dans de l'eau de pluie qui est dit. Pulvérisation du terreau à la balayette sur la terre des pots et on mélange le restant avec la bouse de vache fraîche, locale, de qualité biodynamique et de l'argile bentonétique pour réaliser le pralin. Et on prélève les yeux, donc. Et comme vous le voyez ici, je coupe avec un sécateur. Je coupe en deux. Au début, je m'embêtais avec un greffoir et ça débite pas, quoi. Au sécateur, tac, 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 ça, on peut faire beaucoup. Et c'est pas utile de faire une coupe parfaitement propre. D'ailleurs, autrefois, pour faciliter la reprise, les gens qui faisaient de la bouture, ils tordaient les sarments pour créer, soi-disant, un enracinement, une capacité d'enracinement, c'était supplémentaire. Donc ça ne demande pas de soin beaucoup. Donc on voit ici le pralin, la dépose dans la terre, et puis, vous voyez, ici c'est chardonnay, donc à chaque fois je fais 3 yeux du bas, 3 yeux du milieu, 3 yeux du haut, pour du gamay, pour de la ligotée, etc. Donc quelques photos intéressantes, et j'aurai bientôt fini. Déjà là, quand on fait de la bouture avec les mêmes sarments, la bouture avec plusieurs yeux, ben, il y a très peu de développement racinaire, alors que l'œil seulement, même l'œil, le petit morceau de sarment coupé en deux, ça donne des chevelus fantastiques, et puis ces tentatives de créer quelque chose de puissant. Alors j'ai arraché aussi des plants qui ont été sortis de pot au 15 août 2015, c'était des semis du 18 juin 2015, donc ça donne déjà des belles plantes. Et puis je les ai remis en pleine terre dans le jardin, et puis là je les ai arrachés le 3 janvier pour voir cette capacité d'enracinement qui est une capacité typique des vinifera. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc, vous avez compris, les aspects réglementaires, il faudrait bien que quelqu'un s'en occupe. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais donc, il y a plein de questions qui se posent sur la faisabilité de cette démarche. Donc, pour conclure, je voudrais vous dire quelques mots. Certains d'entre vous sont sans doute surpris de ma référence permanente à Rudolf Steiner. Qu'est-ce qui fait que je lui accorde une telle confiance? Alors, une œuvre de 90 ans, c'est un peu vieillot, on pense, mais il y a plusieurs points qui me surprennent. C'est sa capacité quasiment prémonitoire de parler des phénomènes. Donc, il a prévu la crise de la vache folle si on donnait des protéines animales aux ruminants. Il a prévu cette crise de l'alimentation, de l'agriculture et la crise sociale, on est en plein dedans. Il a prévu aussi l'activité des petites substances en agriculture. Quand on voit aujourd'hui la puissance de 100 grammes de 500 préparés qui sont capables en 8 mois de stocker 280 tonnes de carbone dans le sol. 100 grammes, 280 tonnes. Quand on voit les remèdes d'orientation anthroposophique, que ce soit le combudoron, le digestodon, des remèdes très très simples, qui n'ont même pas accès à la catégorie médicaments, mais quand on voit leur qualité, leur puissance, leur efficacité, quand on voit le Viscom Album, le guide dont je suis un heureux bénéficiaire, qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce où est la source? Et puis alors, il y a le problème des abeilles.
Alors il vient de paraître, vous le trouverez sur le site du Mouvement de Culture Biodynamique et aussi sur notre site, Soins de la Terre, un petit livret qui a fait un chercheur de l'Université libre du Goetheanum, Johannes Wirtz. Il a travaillé sur l'abeille et il a dit quelque chose de formidable. Il a cherché, qu'est-ce qu'a dit en 1923 Rudolf Steiner sur l'abeille? Alors il a dit 4 points en gros. Premier, relocaliser, race locale. Deuxième point, laisser l'abeille exercer sa fonction cirière. Troisième point, laisser l'abeille exercer son instinct d'essaimage. Quatrième point, arrêter totalement l'élevage artificiel des reines. Et puis la grande phrase, vous savez que Rudolf Steiner, il a dit à ce moment-là que si on continuait comme ça, en moins d'un siècle, on assisterait à la disparition de l'abeille. Et Dieu sait qu'elle est précieuse, pas seulement pour le miel et la cire, mais pour bien d'autres tâches dans le monde végétal et même dans le monde animal. Et Johannes Wirtz, il a été cherché dans la littérature la plus pointue scientifique des dernières années. Qu'est-ce que racontaient les chercheurs sur ce qui était important pour la survie de l'abeille? Très drôle, il a trouvé les 4 points qu'avait donné Steiner en 1923. C'est-à-dire 90 ans d'avance, Steiner, avec une démarche de perception dans le monde de l'esprit, il est capable d'apporter ce qu'aujourd'hui, avec une recherche qui coûte des financements démentiels, ce que disent les chercheurs. C'est éclatant d'intérêt, de beauté de lire ce petit ouvrage. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer cette démarche basée sur l'œuvre de Steiner. Et je vais scandaliser certains d'entre vous en disant ici que j'ai envie de mettre à profit la démarche expérimentale pour valider les hypothèses tirées de la science de l'esprit. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait fini. Donc, des essais vignerons aux paysans, c'est la question qui m'a été posée. Donc encore tiré du cours aux agriculteurs de l'allocution que Steiner a tenue le 11 juin 1924 à l'occasion de la Pentecôte, dans laquelle il parle de créer ce cercle qui puisse travailler activement en collaboration avec cette université libre, à la fois la section médicale, la section des sciences, la section d'astronomie avec Elisabeth Wrede à l'époque. Et ça donc, c'est vraiment, vous trouverez beaucoup d'indications sur le site de Soins de la Terre. Et je vous remercie de votre attention.